60% des jeunes plébiscitent des pédagogies actives, donc tout ce qu'on a dit pendant ce podcast, les projets, les jeux de rôle, les études de cas, les stimulations, les simulations. C'est R est égal à E fois S. R, c'est le résultat, est égal à l'effort fois la stratégie. L'effort, c'est fourni par les jeunes et la stratégie, c'est nous qui devons la fournir formateurs. Salut Mélissa. Salut Sandrine. Comment tu vas? Très bien, et toi? Bon, super, on enregistre. Bah oui, comme toujours. On va toujours bien quand on enregistre. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Adeline avec nous. Oui. Adeline, tu es la bienvenue. Bienvenue. On est ravis que tu sois là aujourd'hui. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, on va Qui parler de es-tu, quoi? Adeline? Non, il faut introduire le sujet. Ah oui, de quoi on va parler? Bah oui. Ah mais pardon, j'avais oublié. Elle a hâte de te présenter en fait. En fin de compte, notre invitée Adeline est quelqu'un qui a une pédagogie hyper structurée, tournée vers l'autre et très adaptée à la génération Z. Et on a voulu faire cet épisode parce que avec l'émergence de la formation en alternance depuis les années 2020, et ben du coup, il faut qu'on change notre façon de transmettre nos compétences. Et je trouve que Adeline est l'exemple parfait de l'adaptation à cette génération, en tout cas dans les apprentissages. Et en plus, on est très très fiers parce que Adeline a écrit un livre, mais je vais lui laisser oui, non, mais on présentera. Nous n'avons pas invité n'importe qui. Donc Adeline qui a écrit un livre qui est disponible partout. Sur Amazon. Sur Amazon. Ouais, c'est l'autopublication, donc c'est sur Amazon. C'est très bien. Donc, le guide ultime pour réussir tes études en alternance. Je te révèle ce que personne ne t'a jamais appris. Donc, hyper intéressant. On vous invite à aller voir sur Amazon pour déjà découvrir la 4e de couverture et un peu le contenu pour voir si ça peut vous convenir. Et tu es également créatrice d'un podcast, les cours que j'aurais aimé avoir. Donc voilà, on s'était dit que il fallait absolument qu'on t'interviewe pour mettre en avant ton travail, cette nouvelle pédagogie dont tu parles, Sandrine. Alors maintenant, tu peux te présenter, s'il te plaît. Oh elle m'a bien recadré, hein. Non. Je voulais aller vite, tu vois. Je suis tellement contente que tu sois là. Merci déjà pour la présentation. Avant de me présenter, merci aussi de m'avoir invitée. Moi, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Donc effectivement, je suis formatrice dans l'enseignement supérieur depuis 5 ans maintenant. Donc qu'auprès d'étudiants en alternance, du BTS au master, avec une spécialisation en tout cas au quotidien sur le marketing digital, mais mon amour va à la pédagogie et aux méthodologies d'apprentissage. Donc depuis quelques années, je forme les étudiants à mieux apprendre leurs cours et les formateurs à mieux faire apprendre leurs cours aux étudiants, à mettre en place une pédagogie qui facilite en fait l'apprentissage et donc du coup les meilleurs résultats aux examens, un meilleur bien-être en cours, tout le monde y gagne quoi. Non mais complètement. Ah alors moi, elle prêche une Sandrine, elle dit oui, elle alors, voit les paroles. Moi, j'ai lu son bouquin et j'ai utilisé quelques tips parce que effectivement, ce livre est à destination des étudiants en alternance. Mais moi, je me suis inspirée de plein de choses pour créer de l'engagement, etc. Et donc sur une de mes classes, je leur ai fait faire le test. Ouais. Moi aussi, je l'ai fait faire. Alors ils se sont pas forcément retrouvés. Ils ont été surpris. Ok. Je dis non, si vous avez bien répondu aux questions, tout va bien. Mais et quelque part, je trouve que ça a donné une forme de motivation aussi. Tu sais, ils s'attendaient pas à être. Alors, ils étaient sur le 3e. Ouais, en plus j'ai mis des mots un peu sympas, genre le touriste, le surfeur. C'était l'acharné, je crois, le 3e. Moi, j'en ai que 2 en acharné. Ah ouais? Moi, les touristes. Cherchez l'erreur. Super. L'alternant a quand même cette particularité en tout cas, je vais une faire généralité, mais certains n'ont pas l'habitude de retravailler leurs cours. Ils sont tellement pris par leur emploi, qu'ils n'ont pas le temps, parfois pas la motivation non plus de retravailler leurs cours. Donc, forcément, le questionnaire il est orienté que si tu retravailles pas tes cours en dehors de ta présence à l'école, tu rentres pas forcément dans la catégorie, on va dire recherchée, quoi. Ah, mais complètement. Mais alors, moi, je crois très sincèrement, et on va peut-être rentrer dans le vif du sujet. Je crois cette formation en alternance, quand on sort du bac et qu'on arrive en bac plus 2, ce sont des enfants. Et aujourd'hui, ils prennent un rythme d'adulte, mais comme ils se prennent un mur. Hein. Oui. Donc, moi, je crois qu'il est important. Alors, je vais me faire des ennemis, hein, clairement. D'essayer, il est de notre devoir d'essayer de tout faire en cours. Hein.
parce que et après quand ils vont aller sur de la licence ou du master, de commencer parce que de toute façon on n'y arrive pas si on travaille pas à la maison, mais sur la première année, enfin ça c'est déceptif d'abord pour nous qui demandons du travail à la maison. Et c'est déceptif pour eux parce que à quoi bon? Je suis fatiguée, je peux pas. Voilà, moi ça c'est. Alors, je te rejoins tout à fait. Moi, je suis de la team à jamais donner de travail en dehors des cours, jamais. Mais malgré tout, ils se prennent justement beaucoup de connaissances aussi d'un coup. Parfois, on a des profils très atypiques, hein, qui viennent de filières totalement différentes. Et s'ils veulent vraiment retenir l'information, ça ne peut se faire qu'avec une pratique quand même assez régulière. Et ça veut pas dire bosser des heures, hein, mais ça veut dire peut-être même 5 ou 10 minutes, 3-4 fois par semaine. Je reprends, je me fais 2-3 petits tests, je revois une notion. Et ça, bah, je sais pas si c'est parce qu'on leur a pas appris ou parce qu'ils ont la flemme ou parce qu'ils ont pas le temps, mais ils ont du mal à le mettre en pratique. Ouais, Mais je suis c'est d'accord. absolument une nouvelle façon de fonctionner. Moi, c'est ce que je leur dis. Alors, je leur donne pas de travail, mais je mets à disposition tous mes supports sur un drive pour que, au lieu de scroller pendant un quart d'heure sur Instagram, scroll 5 minutes sur la dernière fiche ressource. Voilà. Et donc ça, mais c'est pas du travail. C'est juste donc du coup bon voilà j'essaye de les faire fonctionner comme ça mais oui c'est compliqué, ils se prennent l'alternance comme un mur quoi. Bah, c'est compliqué aussi, ça me fait rebondir sur cette problématique de lecture où c'est une génération qui n'est plus habituée à prendre le temps de lire. Donc je sais pas si tu as développé quelque chose, enfin, ou si tu as fait des constats, mais effectivement, tu vois, tu leur dis de prendre le temps de lire, bah ouais, mais de regarder des vidéos sur TikTok, c'est moins chiant que de lire. En fait, dans tous les cas, donc effectivement, c'est une génération qui est pas habituée à lire, mais de toute façon, la lecture, c'est pas très bénéfique pour apprendre une notion. Il y a eu pas mal d'études, on va pas rentrer dans les détails, mais qui ont été faites notamment sur des étudiants universitaires. Donc, il y a quand même une population qui a l'habitude de travailler ses cours et qui lit normalement. Et en fait, on s'est rendu compte que mieux vaut se tester que de relire. Donc en fait, le test, c'est très simple. Ça peut être un truc un peu fun. Tu peux te faire un propre caout. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui connaissent ces quiz à faire en ligne. Donc tu peux faire ça avec des copains. On se crée un caout et on se teste. Ça peut être via l'IA. Tu peux donner ton cours à ChatGPT et lui dire, bah pose-moi 10 questions. Et ça prend 5 minutes. C'est très bien les Vraiment. tips que tu donnes là. Ouais. Et puis ça peut être aussi les flashcards. Alors ça, je sais pas si vous connaissez. Il y a des applications comme Quizlet. En gros, tu mets une question sur le recto de la carte, tu mets la réponse au verso, et pareil, 5 minutes. Donc, c'est même pas de la lecture. Franchement, lire, ça sert à rien pour le Du coup, coup, c'est de l'apprentissage par le jeu, la ludopédagogie. carrément. Et puis c'est actif, ton cerveau, il est en action, il est en train de travailler, il est pas passif, assis dans le canapé à lire un truc que tu as du mal à retenir. Donc ça fonctionne beaucoup mieux. Ouais, mais ça c'est Les mots-clés. Ouais. Et puis la ludopédagogie, moi je reste convaincue que contrairement au nom ludopédagogie, c'est pas inutile et c'est pas que des jouets, c'est pas que du jeu, bien au contraire. Après, effectivement, nous, on est sur un public où, de toute manière, il faut avoir cette forme d'humilité. Alors, je pense que les fondamentaux et la ludopédagogie, et encore, hein, pour apprendre la lecture ou l'orthographe, etc., on peut trouver des moyens. Mais sur nos dispositifs, en tout cas à partir du BTS, du Bac+2, on ne pourra pas leur faire apprendre la grammaire, réapprendre la grammaire, les fautes d'orthographe, ils sont comme ils sont et moi je suis sur des matières professionnelles, donc je reste dans l'opérationnel et les notions des compétences professionnelles, là il faut qu'ils les comprennent. Ouais. Mais j'ai pas cette prétention et donc la ludopédagogie, effectivement, elle est très efficace dans nos domaines de compétences. Et s'il n'y a pas les fondamentaux, j'ai pas la prétention moi de leur faire. Je leur signale, mais je sais pas, je suis pas outillée pour ça. Puis de toute façon, tu peux pas reprendre 10 années de programme ou 15 années de programme. Ils sont censés avoir certains acquis et malheureusement pour certains, bah ils les ont pas. Donc c'est compliqué effectivement on peut leur donner des outils, mais on peut pas tout rattraper. Et donc notre mission, c'est là sur des domaines de compétences bien spécifiques, parce que l'alternance c'est quand même un retour à l'emploi, hein, ou en tout cas un taux d'employabilité supérieur aux études classiques. Donc à un moment donné, ma mission, c'est de dire quand vous êtes en entreprise, vous allez être opérationnel. Et bon, la faute d'orthographe, ben écoute, ouais, les fautes de syntaxe. Moi, je fais pas de blocage là-dessus parce que sinon, j'avance pas.
Et en fait, c'est super intéressant ce que vous dites parce que justement, il y a quand même une mutation du travail de manière générale, mais là, dans notre cas, de l'apprentissage, notamment depuis 2020, depuis là où le Covid, dites-le comme vous voulez. On est passé de 1 million d'apprentis en 2023 contre 321 000 en 2018. Et au-delà de cette augmentation, donc il y a eu des dispositifs qui ont été mis en place et dont on avait parlé dans notre tout premier épisode de podcast sur l'alternance, mais c'est surtout qu'il y a un avant et après Covid sur tous les fronts, hein, que ce soit l'économie, le travail, enfin tout, et notamment dans l'apprentissage où on a affaire à une génération qui ne peut plus apprendre comme nous on a appris, comme ta génération Sandrine a appris. Ouais. Et il faut pour le coup vraiment se remettre en question, comprendre et développer des formes de pédagogie différentes, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, et ce que tu expliques dans ton guide ultime de l'alternant. Ouais, je suis totalement d'accord. En fait, ce qu'on oublie aujourd'hui, c'est que la première étape de l'apprentissage, c'est l'attention. Okay. Si t'as pas l'attention des jeunes, s'ils sont pas là avec toi, non pas physiquement, mais mentalement, pas d'engagement. Mais tu peux pas apprendre une notion que tu n'as même pas entendue, que tu n'as même pas perçue, c'est pas possible. C'est pour ça que la ludopédagogie ou nos méthodes un peu plus engageantes, un peu plus fun, elles fonctionnent parce qu'on a capté leur attention. Vraiment, on capte leur attention. On a déjà plus de chances de leur transmettre du coup les notions clés, tu vois, ces fameuses notions essentielles en entreprise qui sont indispensables. Ah, totalement, ouais. Moi, je te regarde, je bois tes paroles. Tu vois, tu m'as capté. Je suis captée. Et c'est vrai que l'importance de mettre en place une pédagogie, alors ludopédagogie, pérologie, enfin tous les courants. Alors toi, tu es une experte. Donc, oui, tu as fait un post LinkedIn il y a quelques jours ou hier, enfin voilà, sur ce sujet en plus. Ouais, alors moi c'est vrai que, enfin, la pédagogie ça me passionne. Donc c'est-à-dire que je lis tout ce qui me tombe sur la main, j'écoute, je me forme. Là, on a la chance quand même, mine de rien. On parlait un peu d'éducation nationale tout à l'heure, d'avoir des choses qui bougent très lentement. Mais au niveau de l'éducation nationale, ils mettent beaucoup de formations gratuites en ligne, fait par des chercheurs. Donc, tu vois, ils mettent à disposition les dernières recherches sur le cerveau, sur... Alors, on peut trouver ces recherches sur quel site? Alors, notamment la Canopée. Ok. CANOPEE, du coup, qui offre, du coup, quand on est formateur ou enseignant de manière tout à fait gratuite, des conférences, des webinaires. Et puis, il y a une association qui s'appelle Apprendre avec les sciences cognitives, qui là organise, par exemple, en ce moment, là, donc on est début octobre, une semaine complète de formation avec des très grands noms de la recherche, notamment du Canada, qui sont très en avance sur nous sur la pédagogie, et du coup qui nous apprennent des trucs incroyables. Alors, je sais pas sur le reste, mais sur la pédagogie, je sais. Ça c'est mon côté à moi canadienne. Non, pas du tout. Non. Oh non, quoique l'accent est peut-être pas très. Non. Est-ce qu'elle reste accessible après la non, semaine, tu veux dire? Non, c'est pas ça. C'est parce que quand on parle sur des chercheurs, oui, etc. Oui, le niveau de langage. Ouais, le niveau de langage, alors, parce que ça dépend des intervenants. Là, par exemple, moi, celle que j'ai suivie il y a 2 jours, c'était Steve Masson, donc un très grand nom de la pédagogie, qui est un chercheur en neurosciences québécois, et lui, il est connu pour avoir cette faculté à te faire apprendre des choses de manière hyper simple. Il vulgarise, donc c'est vraiment très très accessible. C'est bien sûr à destination du personnel pédagogique principalement, mais je trouve que c'est très riche pour nous parce que du coup ça nous ouvre des perspectives incroyables et après appliquer ça à nos étudiants, ça les aide en fait dans leur apprentissage. Ouais. Et alors moi j'aimerais comprendre pourquoi tu en es arrivé justement à écrire ce livre et après le podcast. Ouais. Alors déjà d'un point de vue personnel, moi je suis une passionnée de lecture. Avant même d'être passionnée de pédagogie, j'ai fait des études de libraire. Enfin voilà, j'adore lire. J'ai toujours rêvé d'écrire un livre. Et il y a 1 an, donc Mylène, je sais pas si elle entendra ce podcast, je lui fais cette petite dédicace. J'ai Mylène, une étudiante BTS de 2e année, qui avait quelques difficultés à la fois à s'impliquer en cours. Alors, c'était une acharnée. Elle travaillait énormément, mais elle avait du mal à comprendre ce qu'on attendait d'elle, enfin des difficultés de méthode. Et en fait, elle m'a dit à la fin d'un cours, Adeline, vos méthodes sont parfaites. Avec vous, je comprends en 2 secondes ce que j'ai jamais compris avec d'autres formateurs. Vous voulez pas écrire un livre pour nous transmettre tout ça et pour et en fait je me suis dit ok, je vais le faire. Et puis voilà, j'ai bossé pendant 4-5 mois sur le livre et puis un peu en secret. Et puis il est arrivé là du coup il y a quelques semaines maintenant. Et alors qu'est-ce qu'on peut découvrir dans ton livre justement? Et à qui il est destiné? À la base, il est destiné plutôt aux étudiants en alternance, même s'il peut aussi convenir à d'autres types d'étudiants. Mais c'est vrai que moi je connais les alternants donc j'ai voulu leur parler directement.
C'est une boîte à outils qui va permettre de comprendre comment fonctionne le cerveau, la mémoire, pour bien apprendre ses cours. C'est pas technique, c'est vraiment pratico-pratique. J'explique quand même quelques contextes quelques notions qui me paraissent importantes. Mais après, le but, c'est d'enfin réussir à maîtriser ses cours sans y passer des heures. Apprendre mieux en passant moins de temps, quoi. C'est vraiment ça l'objectif. Mais effectivement, après, ça peut être aussi à destination des formateurs, parce que c'est un langage tout à fait adapté pour tout le monde. Et je pense qu'il y a des tips que les formateurs pourraient utiliser dans leurs propres cours. Et surtout, comme c'est une boîte à outils, Adeline préconise des façons de fonctionner. Mais du coup, il faut que nous aussi, on s'adapte pour qu'il puisse fonctionner de cette manière-là. Oui. Et donc, moi, je me suis régalée à le lire. D'abord, ultra facile à lire. Oui. Donc, on n'a pas besoin d'aimer la lecture pour s'approprier le livre. Et des choses très, effectivement, pratico-pratiques. Comment j'intègre une façon de fonctionner dans ma routine, comment ça s'approprie, on se l'approprie au bout de 14 jours, enfin voilà. Il y a plein de petits tips comme ça, et en fin de compte, c'est un peu ce que moi je fais, ou en tout cas je le fais mais sans le formaliser, et là merci Adeline, tu l'as formalisé, et donc moi j'ai fait faire, mais ça je l'ai dit il y a déjà quelques minutes, les tests, et c'est plutôt sympa. Oui. C'est pas un livre qui les culpabilise aussi. Non. Ça, je voulais. Ah oui. Ouais, ça c'est super C'est important. C'est pas un livre culpabilisant. Alors évidemment, on n'a rien sans rien. Il n'y a pas de baguette magique, donc il y a un cadre. Et si on veut que ça fonctionne, eh ben du coup on met les choses en place. C'est comme je veux prendre du muscle, et ben je fais du sport un peu tous les jours, mais c'est comme ça, les jeunes, voilà. Je veux faire un régime, ben j'enlève le sucre et je le fais au fil du temps, et on transforme dans les semaines à venir, les mois à venir, etc. C'est hyper intéressant. Je fais toujours distinction et je le dis aux jeunes, la différence entre c'est simple et c'est facile. Mieux réussir ses cours, avoir de meilleures notes, si c'est important pour nous, c'est hyper simple. Franchement, en termes de méthode, il n'y a pas grand-chose. Vraiment, on peut mettre 2-3 astuces en place et on peut devenir vraiment meilleur. Par contre, c'est pas facile parce que ça implique de pas procrastiner, de travailler, d'être régulier, et ça, forcément, c'est difficile. Donc la méthode est simple, mais ça demande quand même, comme tu l'as dit, on n'a rien sans rien. Je fais pas de miracle, ça demande un peu d'effort de la part aussi des jeunes. Et la notion d'effort. Et moi, je prends toujours l'exemple. On peut prendre le plus grand pianiste de la planète. Le gars, il s'entraîne 6 heures par jour. Ah oui, mais chercher l'erreur. Alors il y en a qui et même s'ils sont très doués, tu es obligé de t'entraîner. Moi, j'aimerais illustrer, parce que nos auditeurs, on parle de ludopédagogie, on parle voilà. Moi, si je vous donne des façons de fonctionner de ma génération, ou des formateurs ou des profs un peu plus classiques, donnez-moi en face, mesdemoiselles, ce qui aujourd'hui est plus engageant, qui crée de la tension chez nos jeunes. On y va ? On se fait questionner. Ouais, carrément. Il y a intérêt à assurer. C'est facile. Cours descendant. Non. Ben, on remplace par quoi ? Ah. Alors ça, j'adore Mélissa. Non. Alors après le nom, donc si aujourd'hui, voilà, je suis classique, je fais des cours descendants. Mais t'as aucune interaction en faisant des cours descendants. Donc déjà, comment qu'est-ce tu veux que tu proposes en face ? De la ludopédagogie, où c'est un cours qui va être actif, où tu vas proposer des ateliers pour permettre de mieux comprendre. Tu vas écouter leurs besoins, leurs questions, que tu auras peut-être pas du tout anticipé. Tu te diras, mince, je l'avais pas vu sous cette vision-là. Donc, tu fais du mentorat inversé, au passage. Et voilà. Tu veux ajouter quelque chose ? Alors moi, je suis un peu plus nuancée. Bah oui, mais c'est normal. Pendant très longtemps, j'étais vraiment sur le 0 descendant. Et en fait, je trouve que parfois, c'est efficace, mais courte durée. Un descendant d'1 heure, on est d'accord qu'aucune utilité. Mais parfois, j'aime pendant 10 minutes expliquer une notion, donner un exemple. Comme ça, l'information, elle est passée. Et après, tout de suite. Après, tu fais ton atelier. Mise en pratique, automatiquement, mentorat inversé. Tu as reformulé. Mais t'as écrit un livre, quoi. Et c'est reformulé. Et du coup, les cours descendants, ou alors la méthode expositive, moi, je l'ai toujours intégré dans mes cours. Je commence par ça, le matin quand ils sont réveillés. Et donc, c'est plutôt descendant. Alors, je fais le show. Et là, moi, je fais 20 minutes, 30 minutes max. Et après, on applique, je refais formuler avec des mind mapping, etc. Mais alors, voilà.
Et aujourd'hui, donc du coup, mon jeu, je sais pas si j'ai été claire dans les consignes, tu vois, il faudrait que je révise un petit peu. Le cours descendant, l'objectif, c'était de dire qu'est-ce que vous proposez en face. Donc, tu as dit, et je reformule, l'interaction, des séquences. Ouais, Donc, courte. ouais, super courtes. Et du format hybride. Qu'est-ce que vous en pensez? Hybride sur le présentiel, distanciel, tu veux dire, ou sur Oui, la variation ou sur la variation avec de la vidéo ou un petit quiz, etc. Oui. Bon, vous êtes d'accord? On est d'accord. Bon, allez, super. On continue? Oui. Ah ouais, subtil. Et là, je parle un peu pour moi, génération X. Transmission de savoir ou de compétences. Donc, je transmets. Je dis, ah ben voilà, je m'appelle Sandrine, j'ai fait ça, je faisais ça, etc. Je transmets, je donne. D'accord? Enfin là, ils captent rien, ils s'engagent pas, ils disent qu'est-ce que c'est cette folle, etc. Qu'est-ce qu'on leur propose en face pour cette nouvelle génération? Alors, moi, je me permets juste, du coup, de revenir sur la transmission de savoir. Il y a des règles en pédagogie, par exemple, enfin, ça s'applique pour pas mal de choses. L'assise mort, vous avez déjà entendu ou pas? Ah, pas du tout. Non. En fait, l'assise mort, ça s'utilise dans pas mal de choses. En fait, ça veut dire que quand c'est moins, finalement, c'est un peu mieux, plus, dans le sens, c'est un peu mieux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moins t'en donnes, mieux c'est. Bah, mais où est la limite? Alors, en fait, c'est la notion de sobriété. Tu vois, moins tu donnes de choses, mieux c'est en termes de mémorisation. Je sais pas si c'est clair du coup comme ça. Tu vois, less is more, c'est une notion de sobriété. Et parfois, t'as dit, pardon, j'avais compris, l'assise mort. L'assise morte, quoi. Mon accent est très mauvais. Less is more. C'était de l'anglais, j'ai compris la même chose. Adeline, j'ai compris la même chose. Ah ouais, excuse-nous. Non, c'est très bien si ça te va, nous. C'est hyper vivant, hein, moi Mon accent est mauvais du coup. Less is more. Ouais, bah là, je comprends. Ça, tu comprends. Donc, c'est un adage de sobriété. Et du coup, dans la transmission de savoir, parfois, on veut bien faire parce qu'effectivement, on parle d'un contexte personnel et on transmet, mais du coup, ça noie sous beaucoup d'informations. Et comme tu l'as dit, bah, parfois, il manque d'attention et d'engagement. Moi, je pense qu'à la place, il faut donner la notion et leur dire, ça vous évoque quoi chez vous, votre expérience, parlez-moi. Je sais pas ce que t'en penses, Mélissa. Ouais, je suis d'accord. Enfin, je sais que notamment sur les présentations, parce que tu parlais de présentation, moi, je demande toujours la présentation d'eux-mêmes. Donc déjà, c'est un exercice qui est très difficile parce qu'ils n'arrivent pas. C'est dur de parler de soi-même. Et je pense que ça, c'est toute génération confondue. Et expliquer leur parcours et tout ça. Et en fait, le but, c'est de leur faire comprendre comment tu peux parler de ton parcours, comment tu peux faire des pitchs, comment tu peux être intéressant. Et voilà, je sais pas pourquoi je finis comme ça, mais je finirai comme ça. Qui parle d'eux. Donc, transmission de savoir alors, less is more. Tu vois, je le dis pas très bien non plus, mais ça me plaît. Du coup, on le remplace par l'expérience d'apprentissage et la co-construction. Ouais. Vous êtes d'accord? Ouais, oui. Ouais. Oui, alors dans notre jargon, l'évaluation sommative. Qui c'est qui l'a défini? Toi. C'est une évaluation qui vient évaluer du coup des connaissances à la fin d'un parcours. On vient évaluer si les acquis pour lesquels on a travaillé pendant tout un parcours, ils sont bien en possession des étudiants à la fin d'un parcours. Ouais. Et on peut remplacer ça par quoi? Bah, c'est compliqué parce que ça dépend du parcours. Des fois, les évaluations sommatives, elles sont obligatoires, elles sont demandées par les structures. Ce qui fonctionne bien, c'est l'évaluation formative qu'on met en face, qui là est une évaluation avec pour le but d'apprendre. Donc ça peut être noté ou pas noté, mais le but c'est plutôt en fait que les étudiants ils évaluent par eux-mêmes le niveau auquel ils ont acquis la compétence recherchée. Exactement. J'en fais beaucoup de la formative. Ouais, la formative. Ouais, c'est important, hein, parce que c'est comme ça qu'ils voient où est-ce qu'ils en sont. Exactement. Puis même que toi, tu les vois progresser et tu dis, ah, on est parti de ça, on est arrivé là. Et après, ils font les sommatives. Ouais. Mais tu vois, dans le BTS, par exemple, le sommatif, il est obligatoire parce qu'ils ont des bulletins. Donc, on est obligé de faire du sommatif avec des notes. Ouais, tu peux faire du formatif aussi. Ah, tu peux. Mais je veux dire, on peut pas se passer du sommatif. Ensuite, allez, on va en finir juste une dernière. Avant, il y avait le maître et l'élève. Et aujourd'hui, comment on peut nous appeler? C'est intéressant, ça, comme question. Moi, déjà, le mot maître et maîtresse, ça m'a toujours dérangé. Ok. D'accord. C'est bien. Mais pourquoi? Tu veux qu'on en parle? Bah, parce que je trouve qu'on est sur le côté très vertical. Maître, ah, mais oui, mais c'est ça, hein, le truc oui. maître-élève. Tu cherches à me pousser dans mes retranchements. De la verticalité. Donc, du coup, aujourd'hui. Non, je trouve, je sais pas si le mot formateur est adapté. Oui, bravo, mais absolument. Bah voilà. Ouais, formateur apprenant, ça fonctionne bien. Formateur apprenant, je trouve que c'est un pied d'égalité. Ouais.
C'est des mots qui sont doux. Ouais, je trouve ça. On a quand même, nous, des choses à apprendre parce que du coup, ils viennent pour apprendre, donc on leur transmet notre savoir, mais ça reste sur une horizontalité. Oui, Oui. c'est ça. Bravo! Et du coup, oui, absolument formateur. Et alors moi, j'aime bien un mot, mais ça, c'est un mot que j'emploie aussi. J'aime bien être facilitatrice. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mm. Bah oui. Bon. En vulgarisant et tout ça. Ouais, facilitatrice. Ouais, en une position de coach un petit peu, d'accompagnatrice, ouais. Le mot coach me gêne, tu vois, c'est parce que dans coach, on met tout et rien. Et moi, je suis d'une génération où comme on était les meilleurs de la planète, surtout, on n'avait pas besoin de coach. Ça servait à rien, un coach. Alors, aujourd'hui, je change un peu mon fusil d'épaule, mais coach, il y a coach de vie, coach sportif, coach machin. Moi, voilà, formatrice, j'aime bien. Facilitatrice, j'aime bien aussi. Ouais, c'est pas mal. C'est vrai. C'est positif comme mot. Voilà, j'ai fini mon quiz. Merci. Merci pour ce moment ludopédagogique. Non, après, j'aimerais que, par exemple, tu donnes 1 ou 2 tips de ton bouquin par rapport à ce qu'on vient de dire, et puis donner aussi des nouveaux formats de formation, parce que l'auto-formation aussi, ça rentre dans l'air du temps. Donc, tips étudiants, du coup, tips formateurs, les deux. Allez, on va faire moitié-moitié le package. Je prends tout. Les étudiants, je dirais juste 2 choses. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. On ne relit pas son cours, ça sert à rien. On met en place Ils des vont outils. adorer. Ouais, mais vraiment, enfin. On va se faire houspiller par une tranche de Oui. formateurs. Mais enfin, ma fille du coup est en primaire et l'année dernière encore, je voyais sur ses devoirs relire la leçon, alors que c'est des enseignants. Attends, tu te rends compte elle a quel âge ta fille? Elle a 9 ans. Voilà. Et nous déjà à notre époque, on nous disait relire ta leçon. Oui. Donc ça veut dire qu'en 20 ans, voire plus, il n'y a aucun changement. Non, mais c'est des choses en fait, et c'est pour ça que c'est des choses qu'on a je cherche le mot. Intégré. Ouais, intégré, voilà, c'est ça, qu'on a intégré. Et en fait, aujourd'hui, quand tu dis apprendre tes cours, qu'est-ce qu'on fait? On relit. Ça ne sert à rien. Ne relisez pas. Créez-vous des petits tests. Vraiment, utilisez l'IA, balancez votre cours à ChatGPT, demandez-lui qu'il vous fasse des QCM avec des réponses à la fin. Alors j'ai une question. Est-ce que le fait de faire des fiches de révision en prenant les notions clés, etc., c'est bien ou pas? Ouais, alors en fait, dans ce livre, je vais quand même la donner. Il y a la méthode que j'aime bien, c'est la méthode ancrée, ANCRE. A pour attention, soyez attentif en cours, soyez là, laissez tomber votre téléphone, quitte à être s'enquiquiner à venir en cours, autant essayer au moins que ça serve à quelque chose. Le N, c'est pour prendre des notes. On essaie de prendre des notes. Si on peut, on évite l'ordi. C'est pas l'idéal. Ouais. Ensuite, il y a créer. Donc, le fameux créer, c'est reprendre ses notes et créer ses propres outils de révision. Ça peut être une fiche de révision. Par contre, on réécrit pas tout ce qu'on a écrit en cours. Ça n'a aucun intérêt. C'est des mots-clés, c'est une carte mentale. Après, le R, donc c'est la deuxième astuce que je vais donner, c'est pour le régulier, répéter. Il faut revoir ses cours de temps en temps. On peut pas juste la veille de l'examen, on crame son cerveau, ça sert à rien. On se met une alarme pour faire 5 minutes une fois par semaine, et puis après c'est plus la semaine, c'est le mois d'après, et puis 2 mois après. Enfin, on essaie de répéter de manière espacée les notions clés, comme ça on va mieux retenir. Et puis le E, c'est le fameux évaluer. Donc le test que je viens de vous dire, on se teste, on relit pas son cours. Ok, ouais, hyper intéressant. Hein. Ouais, alors prendre des notes, tu vois, c'est quelque chose. Oui, c'est un vrai sujet. Je commence à peine à intégrer le fait ou à leur imposer de prendre des notes. Parce que dans mon esprit, et comme quoi on fait des erreurs, l'analyse de la pratique, c'est intéressant aussi. Hein, ça, c'est super intéressant pour nous. C'est que à un moment donné, je me disais, ils vont travailler, ils ont ces outils-là, ils les maîtrisent très très bien, qu'ils prennent des notes sur leur PC, etc. Et dans les évaluations sommatives, effectivement, il y a souvent des épreuves écrites et donc on les prépare pas suffisamment à ça. Donc maintenant, moi, je fais beaucoup de prises de notes ou des études de cas où ils ferment leur PC et ils le font à la main. Mais c'est assez récent, tu vois. J'ai intégré ça depuis l'année dernière, alors qu'avant, je me disais, il y a des outils, ils utilisent l'outil, quoi. Ouais, en fait, le problème de l'ordi, c'est que déjà, c'est une source de distraction, parce qu'ils ont toutes leurs notifications sur ordi, donc c'est hyper tentant. Et on peut pas leur en vouloir, nous les premières, hein, quand on est en train de travailler, s'il y a une notification push qui arrive, on la regarde, donc ça vient casser l'attention. Et puis il y a quand même pas mal d'études qui sortent maintenant qui montrent que, alors je vais simplifier en disant que la main a une mémoire. Ouais. En fait, vu qu'on note moins rapidement, on a plus le temps d'intégrer les notions et on doit structurer à la main. Enfin, il y a un vrai travail, donc on apprend déjà en fait en prenant des notes. C'est un vrai premier travail qui est important et l'ordinateur il vient biaiser un peu ce travail. Ouais, je suis complètement d'accord.
Ouais. Et je vais l'appliquer encore un peu plus. Ouais. Ils râlent un peu, hein, ils ont du mal à ce qu'on leur enlève leur ordi. Donc moi je le fais parfois aussi. J'explique pourquoi c'est important. Parfois je laisse l'ordi, parfois je. Ouais, moi, ils s'adapte, savent hein. pas. Et ça, je leur dévoile le programme le matin en arrivant. Donc, comme ça, prenez des feuilles, des stylos. Et donc, du côté des formateurs. Du côté des formateurs, moi je pense que c'est une question de variation. En plus, nous des fois on a des cours, des grands cours. Alors, moi maintenant j'ai des cours d'1 heure cette année, j'adore, mais parfois on a des cours de 3 heures ou 7 heures. Bah, nous, on Ouais, fait que 7 du heures. 7 heures. Voilà. Et franchement, franchement d'un point de vue pédagogique, pour moi, hein, là c'est pas notre fête, mais c'est une aberration. Faut que tu C'est séquences. une aberration. Tu ne fais que séquencer. Mais là, c'est la responsabilité des écoles et j'entends qu'il y a toute une problématique logistique derrière et tout, mais 7 heures, c'est une aberration d'un point de vue pédagogique. Ça peut pas fonctionner. Donc, la seule manière, nous, de pallier à ça, c'est de varier, de vraiment sélectionner effectivement par session de 1 ou 2 heures avec plein de contenus différents, du descendant, de la ludopédagogie, des cas pratiques, de l'oral. Et je pense une astuce qui est pas une astuce technique, mais qui est une astuce plutôt humaine, c'est la remise en question. Moi, je demande très régulièrement aux étudiants, alors vous en avez pensé quoi? Vous avez aimé, pas aimé? Ouais, tout le temps, à chaque fin Ça, de cours. Alors la journée. c'est le Ouais. mot de la fin. Toi, c'est le mot de la fin, du oui, coup, c'est vrai. moi, c'est le mot de la fin. Il n'y a pas une journée où je ne demande pas le mot de la fin. Et en même temps, quand je ne le fais pas, parce que voilà, on me le demande. Oui, carrément. Et le mot de la fin. Mm. Et ça, c'est hyper important. Analyse de la pratique. Complètement. Ouais. Et ça, je pense que même si on n'a pas de connaissances en pédagogie, juste avoir un retour sur ce qu'on a fait, sur ce qu'ils ont aimé, pas aimé, on s'adapte, on change, ça c'est précieux. Et moi, je leur fais aussi mon retour, mon ressenti de la journée par rapport à l'énergie qu'il y avait dans le groupe, etc. C'est super important. Je leur demande pas que dans un sens. Je leur dis, bah voilà, j'ai été super agréablement surprise. Oh, ce matin, c'était dur. Vous avez été dur au démarrage, etc. Et donc, du coup, voilà, on démocratise un peu le truc et on essaye de faire mieux la prochaine fois. En plus, ils adorent, hein, qu'on leur demande leur avis. Ils adorent Bien ça. sûr. Ils se sentent considérés, ce qui est quand même pas très fréquent pour eux. Et puis, je trouve qu'on leur fasse un retour, c'est important aussi pour eux parce qu'ils peuvent s'adapter. Là, on s'était engagé à ce que vous soyez réglo, vous deviez écouter pendant 20 minutes, il y avait beaucoup de téléphones, c'est pas correct. Voilà. Vous n'avez pas tenu votre engagement et. Je le fais aussi sur les sorties pédagogiques quand on est allé au Leclerc. Donc, c'était la première sortie avec les community managers et l'objectif, c'était aussi de voir J'ai comment vu. ils allaient se comporter. C'était chouette. Oui, c'était vachement bien. Et comment ils allaient se comporter, parce que pour moi, il y a beaucoup de compétences transversales qu'il faut leur donner, je trouve, et notamment la posture en entreprise, c'est la base. Et je disais à Sandrine, je commençais un peu à, genre, mais là, la posture ce matin, ça me dérange. Je dis, bon, écoute, je vais les filmer et en toute discrétion. Et je leur ferai un feedback quand on se verra la prochaine fois pour parler de ce sujet et leur montrer. Et surtout, en fait, c'est ce que j'ai fait. Je leur ai pas dit, voilà, là, ça va pas, ça va pas. Je leur ai dit, voilà, je vous ai filmé, etc. Et je voudrais que vous me fassiez un retour sur votre posture parce que c'est le sujet. Et ils ont su décrypter tout ce qui ne convenait pas, en tout cas tout ce qui ne me convenait pas. Alors que tu aurais été sur le moment, oui, tu aurais abordé le sujet et ça aurait agacé tout le monde. exactement. Et je t'ai dit attends, oui, ça va. oui. Et tu en as fait un outil J'en ai fait un pédagogique. outil pédagogique. C'est C'est génial. excellent, super C'est méthode. génial. Ah bah Ouais, merci, dis donc. Bah ouais. Et s'ils t'écoutent, ils vont écouter. Ils vont écouter. Peut-être que Fadi moins, mais Fadi, ses camarades l'obligent à écouter. Donc Fadi, j'espère que t'as écouté. En fait, on apprend de ses erreurs que quand enfin, pas que, mais plus facilement quand on les remarque nous-mêmes. Bah oui. Donc là, ce que tu as fait, du coup, ils se sont rendus compte par eux-mêmes Exactement. Et ils ont compris tout de suite. Ils vont être plus enclins à changer. Et qu'ils avaient encore beaucoup d'axes d'amélioration. Ouais. Et qu'on a tous des axes d'amélioration et que justement, alors pour moi, la vidéo est un outil formidable pour tout apprenant formateur, peu importe ton domaine de compétence ou quoi, pour justement apprendre à te regarder, à observer ta façon de parler, à corriger, si tu le souhaites, ta façon de parler et ta posture. Ouais, je te rejoins tout à fait. Formidable. Puis nous, on forme beaucoup dans des filières de commerce où la représentation visuelle, elle est indispensable. Et si t'as pas conscience de l'image que tu renvoies, exactement, c'est fini. Donc c'est très important. Ouais. Mais il faut qu'on soit aussi, je pense, dans l'exemplarité. Ça veut dire qu'à un moment donné, moi, je peux pas arriver en machin à chewing-gum. Je peux pas arriver. Enfin, il faut arriver à l'heure. Il faut respecter. Enfin. Il y a des choses, je parle correctement, je n'insulte personne, je dis bonjour en arrivant, quand je suis en retard, je m'excuse, ou ça m'arrive d'avoir 1 minute de retard parce que j'ai voulu absolument prendre mon café et dire
mille excuses, je suis en retard. Donc voilà, mais si je le fais, moi, j'attends aussi ça en retour. Et franchement, à partir du moment où où tu fais attention et que tu donnes ce que tu exiges d'eux, Mais c'est ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce ça se que passe bien. justement ce même élève, donc première sortie avec eux, en tout cas officielle parce qu'ils viennent quand même beaucoup aux soirées qu'on organise avec Sandrine et tout ça. Enfin et tout ça non qu'avec Sandrine. Ce fameux élève vient me voir et me dire, il m'a dit est-ce que, enfin je sais plus comment il m'a dit si ça va ou quoi. Il me dit enfin tu fais non pas, genre je sais pas si ça veut crédibiliser ou quoi ce que je dis, mais il dit tu fais beaucoup plus pas pro mais beaucoup plus fermé ou je dis bah oui en fait là on est dans un contexte pro pur et dur. En cours on n'est pas nombreux. Il y a voilà pour moi on est d'égal à égal. Enfin voilà. Après on n'est pas copains non plus. Il y a un respect qui est là etc. Mais on est plus sur de l'horizontalité que de la verticalité. Je dis mais par contre là on est en milieu professionnel et là vous êtes avec moi et là c'est mon image professionnelle. Donc là c'est plus le même sujet. Tu vois. Ouais, complètement. Et effectivement, ils ont compris que on peut avoir plusieurs attitudes en restant soi-même, mais suivant le contexte dans lequel tu es, tu dois t'adapter aussi à avoir ta posture. C'est le fameux personal branding dont je parle tout le temps quoi. Voilà. Ouais, non, mais je suis vraiment d'accord. Ça rejoint ce que tu dis. Il faut aussi être exemplaire dans son attitude, son comportement, sur tout ce que vous voulez quoi. Et quand par exemple vous aviez une mission lors de cette journée, la mission c'était de faire le reportage. Et nous, on était en phase de découverte, d'écoute, etc. Ma classe. Et vous aviez vraiment une mission. Quand on a une mission, on se met en mode mission. Exactement. Et donc, ça, ils l'ont compris. Il y a pas à tergiverser. Hein. Non. Je suis plus en mode apprentissage. Exactement. C'est notre rôle aussi de leur apprendre ça. Hein. Ils sont en alternance, ils sont en entreprise, mais ils ont besoin d'un soutien, de l'accompagnement, de la facilitatrice pour leur apprendre justement cette posture. Et l'exemplarité, moi, tu prêches une convaincue. Hein. Ça paraît une évidence, mais je pense que c'est important qu'on le rappelle qu'on doit être le premier exemple de ces jeunes. Sinon, tu as quelle forme de crédibilité? Complètement. Zéro. Ouais, je suis complètement d'accord. Zéro. Si on synthétise un petit peu nos échanges, toutes ces approches, cette nouvelle façon d'aborder la pédagogie, c'est aussi une forme d'optimiser l'apprentissage et de favoriser l'employabilité. Clairement, on n'a pas besoin. Enfin, voilà, moi c'est vraiment un sentiment que j'ai, que notre mission, c'est notre seul et unique objectif, c'est d'accompagner cette génération qui ne fonctionne pas comme la mienne, mais de l'accompagner pour que ils aient aussi un épanouissement dans leur vie professionnelle et qu'ils réussissent leur vie en fonction de ce qu'ils ont envie de faire. Bah, c'est surtout que l'apprentissage, pardon. Voilà, ça permet cet apprentissage pédagogique dont on parle depuis tout à l'heure, ça permet de réduire le décrochage, et c'est quand même, on en a beaucoup parlé pendant cet épisode, et il y a un taux d'abandon en apprentissage qui est inférieur à 20% contre 30% en voie scolaire classique. Donc voilà, ça veut dire aussi ce que ça veut dire. Ouais, et du coup, c'est vrai que là, le livre parle de ça, en fait, il parle de la capacité à apprendre, donc apprendre à apprendre. Et c'est hyper important parce qu'on parle d'employabilité. Le monde, quand même, aujourd'hui, sans être dans quelque chose de dramatique, il est assez incertain. Oui. Voilà, d'un point de vue économique, social, enfin, tout bouge très vite. Politique, tout bouge vraiment très vite. Et puis, il y a quand même technologique aussi, il y a l'IA qui arrive. Et je pense que la compétence qui est vraiment indispensable, et je suis pas la seule, hein, il y a beaucoup de grands patrons d'études qui commencent à le dire, que la compétence qui est vraiment indispensable pour demain, notre avenir, c'est apprendre à apprendre. Parce qu'on va aller dans une entreprise, on va devoir apprendre de nouvelles compétences. Et si on n'a pas cette capacité à apprendre très vite quelque chose, à savoir s'autonomiser sur l'auto-formation, ben on va être un peu à la traîne et ça serait dommage, quoi. Surtout qu'aujourd'hui, je trouve qu'on doit plus en entreprise être un couteau suisse qu'à une époque. À une époque, on était un expert d'un sujet et on était dans notre case et on réalisait... arrête-moi après si je me trompe, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'avais cette vision de ta génération. Et nous, tout de suite, il a fallu être un peu plus couteau suisse. Et je pense que demain, c'est encore alors, la différence entre ta génération et ma génération, vous êtes peut-être plus couteau suisse que nous, parce que vous avez accès à la formation à tout. Oui. Partout. Oui, aujourd'hui, mais quand on a démarré, non. Ah non, mais c'était beaucoup plus facile. Nous, y avait pas Internet au début. vous alliez dans une filière, mais vous pouviez changer de filière. Ça existait déjà. Hein, mais il y avait la perception de la société quand même. De ma fille, oui, mais vous aviez des dispositifs qui arrivaient et vous pouviez passer d'une formation à une autre formation.
Nous, on allait dans un truc, c'était Ouais. mort de chez mort. On ne changeait rien. Ouais. Donc évidemment que ça explique qu'on était formé dans un dispositif, on allait travailler dans ces domaines de compétences et qu'on y restait. Alors moi j'ai eu la chance d'être dans la grande distrie et dans la grande distrie, on fait tout. Oui. Donc du coup on a une vision plutôt 360 et c'est pour ça que après on va vers là où on a son appétence. Mais votre génération, c'était, vous pouviez faire passer d'une fac à une école de commerce, de changer de filière parce que vous aviez envie de changer de filière. Ou par non-choix, je répète. Pardon ? Par non-choix. J'avais expliqué dans le pilote. Oui, peut-être par non-choix, mais en tout cas, et ça c'est un problème d'orientation du coup. Oui. Mais à un moment donné, tu as pu changer si tu avais voulu. À un moment non, donné. c'est post-bac. Nous, c'était post-bac qui était le couperet de ton avenir Mais vous sur les études supérieures. ouais, enfin pas forcément, parce qu'à un moment donné, tu peux changer. Moi, tu pouvais c'était changer. ça. Bah oui, mais je faisais quoi? Si t'es accepté, Il y avait pas Parcoursup quand c'était post-bac. Non, Parcoursup est arrivé. Vous êtes de 91? Ouais, 91-90. Ouais, et ma fille est de 94 et c'était la première année parcours. D'accord. Ah ouais. Ok. Tu vois, Donc, c'est arrivé pas longtemps après. Donc c'est arrivé pas longtemps après. Donc moi j'ai cette image où on pouvait faire une filière et rechanger. On pouvait aller faire un bac pro et après revenir dans alors effectivement il n'y avait pas tous les dispositifs d'alternance, etc. Oui. Clairement. Et puis il y a un degré supérieur aujourd'hui, c'est que comme tu l'as dit, l'auto-formation aujourd'hui c'est partout. Enfin, tu peux gratuitement avec des MOOC, les vidéos YouTube, tu peux te former sur des sujets très techniques. Vraiment, tu peux. En fait, l'employabilité, elle est aussi de la responsabilité propre des individus, hein, parce qu'aujourd'hui, si tu vois que sur le marché il y a une compétence qui est recherchée, tu peux franchement, facilement et sans même dépenser d'argent vraiment te former sur cette compétence. Donc. Et moi, j'ai une approche par rapport à ça parce qu'on va leur donner des compétences. Ok, je suis sur des matières pro, mais en même temps, moi, ma mission, c'est plutôt de leur donner une structure de travail. Parce qu'après, la compétence spécifique de l'entreprise, ils vont l'acquérir dans l'entreprise. Mais il faut qu'ils aient une façon de structurer leur pensée, de formaliser, etc. Alors bien évidemment, il faut des notions sur l'environnement, l'activité, mais après, effectivement, tu deviens expert en te formant. Et puis on a tous ces outils, le micro-learning, l'accès très facile. Les podcasts. Les podcasts, oui, on peut apprendre par des podcasts. Ouais. Et ça me permet de rebondir sur ton podcast. Les cours que j'aurais aimé avoir, disponibles partout. Oui, sur toutes les plateformes pour le coup. C'est quoi le but de ton podcast? Est-ce que c'est une extension, enfin, ton livre en est une extension ou c'est complètement autre sujet ou c'est toujours avec l'apprentissage alternance? Oui, alors c'est toujours plutôt à destination des alternants, mais c'est vrai que c'est un peu plus générique, ça vient un petit peu remplir la mission dont tu parlais à l'instant. C'est que moi, ma mission de formation, elle est au-delà d'obtenir un diplôme, au-delà d'obtenir un CDI après, elle est de les préparer à l'avenir. Et il y a ces fameuses CPS, là, les compétences psychosociales dont on commence à entendre parler. Et j'avais envie effectivement d'en transmettre ces choses qu'on aurait dû apprendre à l'école, en tout cas quand on n'a pas pu l'apprendre en famille, ce qui est quand même plutôt le cas de nombreux d'entre nous. Voilà, c'est la posture, c'est l'employabilité, comment décrocher, se démarquer sur le marché de l'emploi, c'est comment apprendre ses cours, c'est comment avoir de la gratitude relativisée, l'esprit critique. Enfin, je voulais vraiment avoir quelque chose encore annexe pour avoir tout un écosystème autour de l'alternance et leur offrir ce que j'aurais aimé avoir moi à l'époque et que j'ai pas eu. Ouais, hyper intéressant. Ah oui, vous imaginez même pas moi mes cours comment je les construis en me disant mais si j'avais eu ça moi. Ouais. Et mais qu'est-ce que Après moi j'ai pas le sentiment d'avoir eu de mauvais cours, hein, pas du tout. Et je pense qu'on avait moins pas d'esprit critique non plus. Je sais pas si tu le sens moi, comme ça, mais en piqué, donc j'avais plutôt intérêt d'avoir l'esprit critique. Mais même plutôt au lycée tout ça. Ah mais c'est du lycée. Déjà lycée, d'accord. Ouais, c'est un bac. Ok. Enfin c'était seconde première bac. Donc oui non, moi c'est pour ça que je vous dis je ne me sens pas moi, je ne me sens pas du tout impactée par le type de cours que j'ai eu, etc. Parce que déjà, t'es entre le cours et la pratique, c'est obligatoire, c'est de l'art appliqué. Comment tu vas apprendre à dessiner ou... Que moi, par contre, j'ai vraiment la sensation de n'avoir fait preuve d'aucun esprit critique, d'avoir pris ce qu'on m'a donné, d'avoir fait ce que les formateurs m'ont donné, enfin les profs à l'époque m'ont donné, sans vraiment critiquer. J'étais très soumise à l'autorité. C'était comme ça, il fallait le faire. Et peut-être que je me suis ennuyée. Mais si vous saviez comme je me suis ennuyée. Mais vraiment.
Parce que c'était pas intéressant, parce que tes formateurs étaient pas... Enfin, j'ai fait du classique, hein. Je me suis vraiment ennuyée. J'ai réappris beaucoup de choses en travaillant avec ma fille à l'école. Voilà. Ah, mais c'est bien. Mais du coup, je pense que voilà, je devais avoir un profil non identifié. Je ne sais toujours pas quel profil j'avais, mais Mais aujourd'hui, c'est acceptable. Voilà. mais aujourd'hui, j'assume complètement. J'ai dû avoir des troubles 10 ou je sais pas, j'ai dû avoir plein de troubles. Donc j'ai beaucoup compensé et j'ai par contre une sensibilité particulière à la situation, à l'analyse, comment il faut. Voilà, il y a ce petit côté intuitif qui m'a souvent sauvé la vie. Mais oui, je me suis terriblement ennuyée. Donc c'est pour ça que moi j'adore ce que je fais aujourd'hui. Et non, je suis en fin de carrière, mais c'est pas par dépit que je fais de la formation. C'est par alors vocation, ça serait un peu prétentieux, mais en tout cas, c'est un plaisir immense. Et du coup, tous ces échanges, etc., c'est effectivement pour créer des formations engageantes et sortir un peu des chemins tout tracés et s'adapter à la nouvelle génération. Et du coup, ces échanges, nos soirées débats, notre assaut, c'est vraiment voir ce qu'ils attendent, quoi. Et moi, ils me nourrissent à un niveau que ils imaginent même pas. Je leur dis pas d'ailleurs. N'écoutez pas ce que je viens de dire. Bah, de toute façon, Voilà. les stats révèlent que 60% des jeunes plébiscitent des pédagogies actives. Donc, tout ce qu'on a dit pendant ce podcast, les projets, les jeux de rôle, les études de cas, les stimulations, les simulations. Ça, je pense, c'est un effet post-Covid avec la recherche de sens. Ils ont besoin, en fait, que ce qu'ils apprennent, c'est du sens dans leur quotidien. Donc, on peut pas juste leur donner l'info et... Et ouais, débrouille-toi avec. Non, complètement. On conclut Oui, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose pour... qu'on n'aurait pas abordé. Ouais. Bah, pas spécialement. Je trouve qu'on a abordé pas mal de choses. Je voudrais juste... il y a une équation que j'adore, qui vient d'une théorie en pédagogie qui s'appelle l'enseignement explicite et qui va vraiment résumer tout ce qu'on a vu jusqu'ici. C'est R est égal à E fois S. R, c'est le résultat, est égal à l'effort fois la stratégie. L'effort, c'est fourni par les jeunes et la stratégie, c'est nous qui devons la fournir formateurs. C'est pour ça que je travaille sur les deux, parce qu'on pourra avoir un résultat, mais résultat académique, émotionnel, professionnel, peu importe, que si les jeunes s'y mettent et que si nous, on s'y mette. Ouais. De toute façon, en même temps, c'est ensemble. C'est ensemble. Tu peux être la meilleure formatrice de la planète. Si la personne en face de toi a décidé de pas recevoir, elle recevra pas. Oui. Et on peut se dire, bah, il veut pas. Mais pourquoi il veut pas? Complètement. Pourquoi il veut pas? Ouais, on fait quand même beaucoup plus attention aujourd'hui par rapport à nos générations, mais c'est très bien. C'est pas du tout une critique, bien au contraire. Non, il faut plus être anesthésié. Ouais. Bon, voilà, on finit toujours à moitié philosophiquement. Non, et en même temps, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. C'est un sujet sans fin. Moi, je vais aller sur Canopé, c'est ça? Oui, Canopé, ouais. Oui, je vais aller voir aussi. Je vais aller voir sur Canopé. Merci si pour c'est l'info. des formations accessibles, parce que moi, je suis évidemment dans le très pratico-pratique. Voilà, moi, il faut que je vois toujours comment je peux transformer. J'ai besoin de faire de l'analogie en permanence. J'ai besoin de visualiser, c'est comme ça. Et comment je peux appliquer. Et si je peux pas transformer ou appliquer, c'est que je peux pas me l'approprier. Bien sûr. Ouais. Donc, je suis très sélective. Mmh. Donc, on te remercie, Adeline, d'être venue dans notre émission de podcast. Merci à vous de m'avoir invitée. Je suis vraiment très heureuse. Bah, nous aussi. C'est un plaisir partagé. Encore une fois, ton livre est disponible sur Amazon, le guide ultime. De toute façon, on va mettre la photo sur nos réseaux sociaux. Donc, voilà, on pourra, enfin, ça vous donnera une référence visuelle. Tu as ton podcast, les cours, pardon, que j'aurais, tu vois, les choses, non, ça c'est nous. Les cours, ça c'est nous, ouais. Les cours que j'aurais aimé avoir, il me semble que tu as au moins un compte Instagram aussi. Oui, tout à fait. Alors, ça s'appelle Easy Peasy Academy. Easy Peasy, ça veut dire trop facile en anglais. Donc voilà. Less and more? Less is more. Less is more, bah alors là. Donc Easy Peasy-Academy. Ok, super. Et encore une fois, merci d'être venu. On a pris beaucoup de plaisir et j'espère que, en tout cas, ça aura été utile. Ce sera utile à beaucoup de personnes, ce podcast. Merci. Merci, à très vite. À très vite. Au revoir. Ah oui, au revoir. Ça, c'est le au revoir de... Au revoir. Au revoir. Au revoir.